À travers le temps, le football a bien changé. Les règles et la façon de jouer ont évolué. Le football d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui qui ne sera pas non plus le football de demain. Beaucoup de postes ont connu des évolutions et aujourd'hui nous allons nous intéresser à celui du défenseur latéral. Longtemps considéré comme le poste bouche-trou, il est désormais un poste devenu un véritable facteur X et vital pour toutes grandes équipes. Voyons donc ensemble aujourd'hui comment le poste de latéral a évolué à travers le temps, un poste qui influence désormais les plans tactiques de tous les coachs. Bon, j'en dis pas plus, c'est parti générique. En 2018, pour féliciter le don d'un jeune enfant à une banque alimentaire, Andrew Robertson lui envoie un maillot de Roberto Firmino. Il se justifie en disant que personne ne veut le maillot du latéral gauche. Pour un autre joueur emblématique de Liverpool, Jamie Carragher, les défenseurs latéraux entrent dans deux catégories. Des défenseurs centraux ratés ou des ailiers ratés. Une idée qui vient de l'histoire du poste de latéral. Avant sa révolution d'il y a quelques années, le latéral était considéré comme le joueur le moins important, celui qui était occupé par le joueur moins fort de l'équipe afin d'être 11. Finalement, jusque dans les années 90, les latéraux étaient des défenseurs qui n'avaient pas les qualités techniques ou physiques pour évoluer en défense centrale, ou bien des ailiers qui n'avaient que l'endurance comme grande qualité. Ainsi, pendant des décennies, les latéraux étaient seulement les victimes des ailiers adverses. George Best ou Garrincha, par exemple, se régalaient face à eux. Sauf que vous l'avez bien compris, aujourd'hui, les latéraux sont devenus de véritables joueurs à part entière avec une énorme importance, notamment sur le plan offensif. Il est désormais loin le temps où les matchs de haut niveau devaient principalement leur étincelle au génie de leur numéro 10 et à la finition chirurgicale des attaquants. Dans le football moderne, le danger et le spectacle viennent de partout, et notamment des couloirs où les latéraux dominent. Le grand public retient que les précurseurs de cette révolution sont les Brésiliens Cafu et Roberto Carlos. Ce dernier expliquait d'ailleurs la mentalité sur son poste à l'époque. J'ai eu un petit problème quand j'étais à l'Inter. Je suis brésilien et j'aime attaquer, mais là, eux, ils voulaient jouer avec 4 défenseurs qui n'avaient pas le droit d'aller de l'avant. Cette mentalité motivera le Brésilien à quitter l'Inter et rejoindre le Real Madrid où il changera à jamais son poste. Roberto Carlos va suivre l'héritage laissé par Carlos Alberto et Nilton Santos, deux Brésiliens aussi très offensifs pour leur époque. Carlos Alberto marquera par exemple 40 buts avec Santos entre 66 et 74, soit près d'un but tous les 10 matchs, et un but en finale de la Coupe du Monde 1970 lors de la victoire face à l'Italie. Mais l'expert en la matière est sûrement l'Italien Giacinto Facchetti, le précurseur de tout le monde, un latéral droit d'1m88 jouant sur le côté gauche qui était un attaquant supplémentaire. Véritable légende de l'Inter, l'Italien marquera près de 60 buts avec les Nerazzurri. Le profil offensif d'un joueur comme Roberto Carlos a aussi pu exploiter ses qualités grâce à des entraîneurs qui vont bousculer leurs principes pour que les latéraux puissent contribuer à la phase offensive du jeu. Pour le natif de Sao Paulo, il s'agira de Fabio Capello qui a mis de côté ses principes de jeu pour lui donner un grand rôle offensif, ce qui en dit long sur les qualités du Brésilien. Roberto Carlos pouvait couvrir toute l'aile tout seul, affirmait d'ailleurs Vicente Del Bosque qui l'a entraîné au Real, et il avait bien raison quand on voit que Roberto Carlos possède un ratio de buts tous les 7,75 matchs sans compter les passes décisives. À la fin des années 90, les latéraux vont alors plus souvent se lier au danger sous l'impulsion de Roberto Carlos en enchaînant les allers-retours entre les deux surfaces, tantôt pour devenir l'ailier adverse, tantôt pour centrer ou déborder le latéral ennemi. Cela va d'ailleurs créer une autre tendance, les ailiers en faux pied. Les droitiers à gauche et les gauchers à droite, fini le rôle de centreur pour les ailiers, maintenant c'est le rôle du latéral. L'ailier va désormais rentrer dans l'axe pour se rapprocher du but et marquer. C'est en partie pour ça que les ailiers sont désormais les joueurs qui marquent le plus dans une équipe. Robben, Salah, Vinicius, tous sont des ailiers inversés qui vont fonctionner en duo avec le latéral. C'est désormais le latéral qui occupe la largeur, écarte le bloc et déborde pour laisser l'axe à l'ailier. Quand on rentrait vers l'intérieur, cela libérait l'espace pour notre latéral qui montait. Si le latéral adverse me suivait, cela libérait l'espace pour notre latéral qui se trouvait seul. S'il ne me suivait pas et restait dans sa zone, cela me permettait d'être assez libre pour trouver un attaquant avec mon pied droit, centrer ou encore frapper, expliquait Johan Mikou. Par exemple, cette tactique est assez flagrante avec le côté droit d'Arsenal de Mikel Arteta, où Ben White et Bukayo Saka forment un super duo, quoique White ne soit pas non plus un latéral classique, bon on y reviendra plus tard. Au début des années 2000, la réussite des latéraux offensifs brésiliens comme Roberto Carlos et Cafu a contribué à un changement de mentalité autour de ce poste. De nombreux ailiers de formation étaient replacés en tant que latéraux au niveau professionnel. Un changement de mentalité qui va poser question puisque ces latéraux sont tournés plutôt maintenant vers l'offensif et ont parfois tendance à oublier la partie défensive du poste
Plusieurs changements tactiques vont alors avoir lieu pour ne pas déséquilibrer l'ensemble de l'équipe. D'abord, l'utilisation d'un latéral très offensif et d'un ailier faux pied d'un côté, et de l'autre côté, celle d'un latéral défensif et d'un ailier de débordement de l'autre. Puis viendra les systèmes à 3 défenseurs qui vont se répandre un peu partout. Les latéraux vont être placés plus haut dans un poste de piston qui va être couvert par la présence de 3 défenseurs centraux. Si on fait une petite parenthèse, ce sont sûrement les latéraux très offensifs qui ont permis l'émergence de ces dispositifs qui possèdent de nombreux avantages. Avec 3 défenseurs centraux, tu as souvent l'avantage face à une équipe qui jouerait avec 2 attaquants axiaux. Ensuite, les latéraux, qui se nommeront alors des pistons, vont étirer au maximum le jeu. Leur qualité de percussion va forcer les adversaires à les défendre, ce qui va créer des espaces dans l'axe, là où les créateurs se trouvent et doivent se montrer dangereux. En même temps, les pistons vont permettre de presser beaucoup plus haut et se replier pour créer une véritable ligne de 5 en défense. On comprend alors les responsabilités tactiques pesant sur les pistons. Les gars, je fais juste une petite pause dans la vidéo, juste pour vous demander de liker la vidéo si vous aimez le contenu. Dans un deuxième temps, si c'est possible de commenter, je sais pas, par exemple, le latéral qui vous a fait le plus kiffer. Ça me permet d'avoir beaucoup de commentaires et que la vidéo soit référencée par YouTube et c'est vraiment une grande aide. Et dans un troisième temps, j'ai un objectif, c'est les 10K avant l'Euro. On est à 7000 abonnés et je pense que vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Merci beaucoup. Le latéral à vocation offensive va se normaliser dans les années 2010 avec les descendants de Cafu et Roberto Carlos qui se nomment Dani Alves et Marcelo. Deux profils offensifs mais assez différents. Le madrilène, lui, ressemblait plus à un véritable ailier, capable de dribbles remarquables avant d'adresser de très bons centres pour la tête de Cristiano avec qui il formait un formidable duo. Le Barcelonais, lui, ressemblait peut-être encore plus à un meneur de jeu. Il n'avait pas besoin de prendre la profondeur pour se montrer dangereux. Balle au pied, il jouait comme un milieu de terrain excentré qui délivrait des caviars et formait un duo de très haut niveau avec Lionel Messi. Un profil assez différent d'un Jordi Alba avec qui il évoluera plus tard, qui lui brillait par ses qualités offensives une fois lancé en profondeur. Enfin bref, peu importe le style, depuis l'arrivée de ces deux Brésiliens, eux-mêmes influencés par deux Brésiliens un peu plus âgés, toutes les plus grandes équipes ont compris que les latéraux pouvaient être un facteur déterminant dans l'expression offensive de leur équipe. Chaque équipe évolue désormais avec au moins un latéral à vocation offensive. Il n'y a qu'à regarder les vainqueurs des 10 dernières Ligues des Champions. On retrouve Alaba Lam puis Davis Kimmich pour le Bayern, Marcelo Carvajal pour le Real et Alves Abidal puis Alves Alba pour le Barça. Dans la lignée des latéraux offensifs très importants pour leur équipe, le meilleur exemple était sûrement celui des latéraux de Jürgen Klopp. Lors des grandes heures de Liverpool, Alexander-Arnold et Robertson sont des latéraux ultra offensifs qui n'hésitent pas à dégainer les centres, à frapper et à prendre la largeur pour que les ailiers inversés, Mané et Salah, se retrouvent plus proches du but. Entre 2018 et 2020, les deux enchaînent presque 20 passes décisives chacun. En fait, les entraîneurs modernes sont partis d'un constat simple. Les espaces libres se trouvent sur les côtés, excentrés des cages. Si les ailiers modernes ont la capacité de marquer beaucoup de buts, alors ils doivent rentrer dans l'axe pour optimiser leurs chances. Les côtés sont donc en partie laissés aux latéraux qui doivent se muer en attaquant. Finalement, c'est une évolution assez logique au vu des espaces qui se réduisent de plus en plus dans le football moderne et notamment pour les équipes dominantes. Le latéral est l'un des rares joueurs qui a un peu de temps et d'espace devant lui, constaté Gérard Rouillet en mai 2018. Comme vous l'avez compris, les latéraux ont donc sur leur épaule une partie du jeu offensif de leur équipe au détriment parfois de leur capacité défensive qui seront compensées par un défenseur central, un milieu ou un latéral au profil plus défensif comme Philippe Lam qui lui n'a pas vraiment suivi la tendance des latéraux ultra offensifs. Le latéral défensif infranchissable tend d'ailleurs à rarifier si on en croit Gary Neville. Avec des entraîneurs de la vieille école, 60-70% de l'entraînement était défensif. Où placer son ballon, la position des hanches, quand il fallait tourner la tête pour éviter d'être focalisé sur le ballon. C'est comme un musicien qui déstructure une chanson. J'ai commencé avec une grande base défensive, les joueurs d'aujourd'hui commencent avec une grande base technique et apprennent l'aspect défensif plus tard. Choisir son latéral, c'est tout un art. Faut-il privilégier des profils offensifs ou défensifs ou un de chaque ? Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Même le pied fort du latéral peut jouer un rôle dans l'approche de la tactique du coach. Par exemple, un latéral gaucher comme Alphonso Davies sera parfait pour prendre la largeur, recevoir le ballon dans de bonnes conditions et déborder, mais il sera difficile pour lui de défendre l'intérieur où presque tous les ailiers du monde veulent désormais s'engouffrer. Ce dilemme fait alors surgir parfois des coups de génie comme Rafa Benitez lors du match de Liverpool face au Barça de Messi lors de la saison 2006-2007. L'entraîneur espagnol va titulariser Alvaro Arbeloa, droitier sur le côté gauche pour tenter de bloquer Messi qui aimait rentrer dans l'axe. Il explique. Messi, gaucher jouant sur l'aile droite, privilégiant la diagonale vers l'intérieur du jeu, Arbeloa, droitier au poste de latéral gauche, sera capable de stopper ces dangereux slaloms. Pari réussi puisque Messi sera assez discret pendant cette rencontre. Une idée qu'a repris Pep Guardiola ces dernières années, notamment avec Joao Cancelo, droitier jouant parfois à gauche. Messi, lui, c'était pour rentrer dans l'axe du terrain et évoluer dans une position de milieu de terrain.
ce qui semble être la dernière évolution apportée au poste de latéral. Aujourd'hui, Manchester City, Arsenal, l'Inter, Liverpool ou encore le Barça utilisent les latéraux pour faire naître de nouveaux schémas de jeu avec l'apparition de 5 joueurs offensifs. La composition offerte par la réalisation télé se transforme souvent en 3-2-5 avec des latéraux chargés d'une double fonction. L'un est défenseur sans ballon et ailier pour finaliser la ligne d'attaque à 5, l'autre défense en couloir mais devient troisième central ou milieu axial supplémentaire en phase offensive. Au Barça par exemple, Cancelo alterne entre un rôle d'ailier et milieu de terrain pendant que Baldé prend l'aile gauche pour laisser le demi-espace gauche à João Félix. À Arsenal, c'est Zinchenko, latéral gauche, qui rentre au milieu pour former un double pivot avec Rice, un peu comme Alexander-Arnold avec Liverpool. Une innovation lancée par Guardiola qu'il avait commencé avec Cancelo avant que Stones, un défenseur central, ne prenne cette place. Le point commun de ces équipes est que ce sont des équipes avec une position de balle écrasante, qui sont ambitieuses offensivement, bon, sauf peut-être le Barça, mais ça, c'est un autre problème. Une révolution qui tend certainement à s'accentuer, sauf peut-être en France où quelqu'un comme Didier Deschamps, Bakary Sagna ou encore Benjamin Pavard ont affirmé ces dernières années qu'un défenseur latéral est avant tout un défenseur. Ce n'est pas faux, mais certainement assez réducteur au vu des demandes du football moderne. Dans tous les cas, le rôle de latéral a grandement évolué depuis des décennies maintenant. Il est peut-être le poste qui a le plus évolué. Aujourd'hui, les latéraux sont devenus des pièces maîtresses, des joueurs qui sont complets et dotés d'une intelligence tactique très élevée. Bien sûr, il existe toujours des latéraux au profil plus classique, mais le classique pour nous, c'est un latéral offensif, ce qui n'est pas la norme que depuis peu. Quand on voit qu'on commence à s'extasier devant les performances de certains latéraux, peut-être qu'un jour, qui sait, un jeune joueur aura comme idole Trent Alexander-Arnold ou Cancelo et voudront jouer latéral plutôt que numéro 9. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker si elle vous a plu, de commenter comme je vous ai demandé avant. C'était un peu une vidéo entre histoire et tactique. Comme vous aimez beaucoup la tactique et moi j'aime beaucoup l'histoire, j'ai essayé d'assimiler les deux et de faire une vidéo avec un bon contenu. Tous les postes ont beaucoup évolué à travers le temps. Par exemple, le poste de libéraux qu'on a retracé dans la vidéo de Franz Beckenbauer, une vidéo que vous pouvez aller checker, elle apparaît juste ici. Si vous avez aussi aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourrait potentiellement faire d'autres vidéos sur des innovations tactiques ou d'autres postes. Bon, sur ce, fini de blablater. On se retrouve bientôt. Ciao l'équipe.